Vous suivez Kivu Morning Post, mesdames, messieurs, bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, le premier convoi humanitaire du CICR, composé des 4 jeeps, est arrivé le 30 avril 2026 à Minembwe, dans le site Kivu, dans le cadre des engagements entre le gouvernement congolais et la F-123 Twirwaneho, visant à faciliter l'accès de l'aide aux populations affectées par les conflits. La société civile de l'Ituri accuse le milicien Kodeko d'avoir tué une centaine de civils à Djougou et dénonce une attaque de la CRP à Pimbo ainsi qu'une résurgence de l'insécurité à Un plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre l'actualité du jour. On commence à Minembwe. Le premier convoi humanitaire est arrivé jeudi 30 avril 2026 dans la cité de Minembwe, dans le haut plateau de Fizi, en province du sud Kivu. Il s'agit des 4 jeeps du Comité international de la Croix-Rouge. Les déploiements s'inscrivent dans la mise en œuvre des engagements entre le gouvernement congolais et la F-123 Twirwaneho. Le parti veut faciliter l'accès de l'aide humanitaire aux populations affectées par les conflits en cours. Les forces de sécurité ont détruit plusieurs barrières illégales dans les territoires de Mwenga en province du sud Kivu. Les cadres de concertation de la société civile de Mwenga a salué cette initiative du Conseil de sécurité local visant à réduire le nombre de barrières sur les routes. Cette structure estime que la suppression de 9 barrières sur plus de 50 facilitera la circulation des personnes et de biens. C'est un offre de soulagement pour nous en tant que défenseurs des droits humains, mais aussi à notre population et surtout aux voyageurs, c'est-à-dire les usagers de la route nationale numéro 2 et sans oublier aussi les cultivateurs dans certains coins. Et alors, cette population, les usagers de la route ont beaucoup souffert par ces barrières payantes. Et comme le disons, le cadre de concertation territoriale des sociétés civiles de Mwenga pense qu'une fois mise en application, cette initiative, c'est-à-dire la réduction de ces barrières à 9, qui étaient d'ailleurs plus de 50 sur toute l'étendue du territoire de Mwenga et à un prix abordable pour les passants, va soulager tant soit peu aux conditions de circulation et de biens de la population. Tout en félicitant, messieurs les journalistes, les efforts fournis par les autorités qui n'avaient pas interdit la circulation des populations sur la route nationale numéro 2 et dans différents coins pour la recherche des services. Les cadres de concertation territoriale de la société civile de Mwenga espèrent un jour à la paix à l'est de la République démocratique du Congo en général et en territoire de Mwenga en particulier. Cette paix ne viendra pas seule, elle sera associée aux initiatives et de sa consolidation et de la cohésion sociale comme la réhabilitation de la route nationale numéro 2, Bukavu, Mwenga, Kitutu Kindu, qui constitue d'ailleurs une urgence après cette situation. Les cadres de concertation de la société civile en territoire de Mwenga croient cette fois-ci
au non-retour de ces barrières supprimées et au respect des prix retenus par le Conseil de sécurité, car d'autres mesures similaires ont été prises jadis. Malheureusement, ça n'a pas été considéré, son application a été difficile et on a revient encore les barrières qui retournaient d'ailleurs et qui s'augmentaient et les prix forfaitaires qui étaient observés sur les différentes barrières qu'on appelle les postes de contrôle. Nous restons toujours dans la province du Sud Kivu. Le vice-gouverneur chargé des questions politiques, juridiques et administratives de l'AFC 123, Dunia Masumbuko Bwenge, est arrivé mercredi 29 avril 2026 à Mwenga, dans le Sud Kivu. Il est venu pour procéder à la réorganisation de l'administration dans cette partie de la province du Sud Kivu. Le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu en charge des questions politiques, administratives et juridiques, Dunia Masumbuko Bwenge Dux, est arrivé ce mercredi 29 avril 2026 dans les territoires de Mwenga. Accompagné d'une forte délégation de l'AFCM 23, celui-ci est venu pour réorganiser l'administration coutumière dans cette partie de la province. C'est en début d'après-midi que la cour de la chefferie de Luinja va recevoir, sous une ambiance sans précédent, le vice-gouverneur des provinces, en présence des chefs de groupements et d'autres autorités locales qui sont venus aussi lui réserver un accueil chaleureux. Ici, les chefs coutumiers, gardiens de la coutume, représentants de la société civile, responsables des services de l'État et d'autres ont d'abord été édifiés sur les causes profondes de la révolution portée par l'AFCM 23, ses valeurs ainsi que l'idéologie du mouvement. Sur place, le patron de l'administration en province a entamé des consultations des représentants des différentes couches de la population afin que ces derniers puissent proposer les membres qui vont constituer le comité local de pacification et des règlements de conflits dans la communauté. Aussitôt les membres du comité proposés, ces derniers a été vite installé par l'autorité provinciale. La présence du PG dans notre délégation, ça se justifie par l'installation de ces différentes commissions. Vous savez que lui, il est le président du centre d'arbitrage au niveau de la province. Et donc, il est venu avec nous pour nous accompagner afin d'installer ces différentes commissions, mais aussi de prodiguer des conseils, la manière dont il va travailler. Et c'est comme ça qu'il est avec nous. Et c'est une fierté pour moi d'ailleurs, parce que vous voyez qu'il est outillé à la matière et il est en train de donner les orientations. Parce que ce sont des sous-branches du centre d'arbitrage qui est créé au niveau de la province. Après Luinja, le vice-gouverneur de Provence et toute sa suite s'est rendu dans la chefferie de Bourigny dans la même journée de ce mercredi où le même exercice a été fait. Sur proposition aussi de la population, un comité local de pacification et de règlement de conflits a été aussi installé ici. Après cette mission réussie à Mwenga, Dunia Masumbuko Bwenge Dux a quitté ce territoire en début de soirée, tout confiant que les comités installés vont devoir jouer convenablement le rôle de régler d'une manière à l'amiable les conflits dans les communautés. Notez qu'avant de se rendre à Mwenga, le vice-gouverneur de province avait déjà installé les mêmes comités dans les territoires de Kalehe et de Kabaré. Quittant les sites Kivu, direction l'Ituri, l'arté civile de cette province accuse le milicien Kodeko d'avoir tué une centaine de civils dans les localités de Mbassa et Maya Libo dans les territoires de Djougou. Elle dénonce également une attaque de la milice RP contre le village de Pimbo. Dieudonné Lossa, coordonnateur de l'arté civile, déplore en outre la montée de l'insécurité dans les territoires d'Aru où plusieurs incidents ont été signalés ces derniers jours. Voilà. Monsieur Dieudonné Lossa, vous êtes le coordonnateur de la société civile en Ituri. Quelle communication aujourd'hui? Nous sommes effectivement le coordonnateur provincial de la société civile Force Vive de l'Ituri. Nous sommes informés depuis le mardi de la semaine qu'il y a eu l'attaque de CRP contre la position de FADC à Pimbo. Et le même jour, malheureusement, on nous a appris que les miliciens de Codeco, qui depuis un bon moment
ont cessé de tuer la population, bien qu'il y avait quelques cas sporadiques. Ce sont accords de nouveau présentés dans le village Bassa où plusieurs personnes seraient massacrées et plusieurs maisons d'habitation incendiées. Non seulement à Bassa, mais également dans le groupement Mayalibo qui est dans la chefferie de Mambissa. Il nous est rapporté également que beaucoup de corps, une centaine de corps, seraient en train de giser au sol dans les entités de Mayalibo et de Bahema Badjere dans le groupement, donc dans le village Bassa. Autre préoccupation, autre alerte que nous avons reçue, c'est à partir du territoire d'Aru. À Aru également, il y a un taux élevé de criminalité et dans la chefferie des Zaki, à Ariwara, qui est l'un des grands centres où il y a beaucoup de population, et ça a paralysé les activités, les activités commerciales durant au moins 48 heures suite à des journées villes mortes décrétées par les forces vives. Nous, la population de l'Ituri, nous commençons à craindre parce que nous sommes en train de voir comme si l'insécurité est en train de s'étendre sur l'ensemble des provinces de l'Ituri. Vous allez vous rendre compte, il n'y a pas longtemps qu'on a déploré plusieurs dizaines de personnes massacrées par ADF et ses supplétifs à Mambasa. Et voilà, ça recommence avec Kodeko en Djougou et à Aru déjà, cette criminalité est en train de faire peur. Nous voulons éviter les autorités provinciales et nous voulons également attirer l'attention du gouvernement central sur cette situation parce que nous ne voulons pas retourner dans les cycles de violence à province de l'Ituri. Mais qu'est-ce que vous craignez depuis toutes ces alertes? Nous craignons justement qu'il y ait de l'insécurité ou des massacres à grande échelle qui s'installent à la province de l'Ituri, alors que l'Ituri est censé se remettre de tous ces désordres et recommencer sa vie, la vie de développement, la vie de reconstruction. Nous n'avons plus besoin de revenir en arrière. Je ne contredis pas les chiffres, mais je dis ce qui est sur le terrain. Il est vrai que le gouvernement provincial est en train de faire quelque chose, mais aussi il est vrai ce que nous venons de dire, c'est vérifiable, aller sur le terrain. Il y a même, quand on est même des passages sur la route, on s'est compté plus de 5 morts, 5 corps sans vie à Bassa depuis mardi. Et nous sommes aujourd'hui le vendredi, on n'a pas atterré ces gens-là. Les chiens sont en train de consommer, donc bouffer les cadavres. Et beaucoup d'autres cadavres sont à voie de putréfaction. Nous pensons que l'État congolais déjà doit déployer les gens pour aller atterrer ces personnes qui sont massacrées d'une manière tragique. Alors, nous voulons également interpeller, n'est-ce pas, l'auditorat ou d'autres services militaires, d'autres services de justice, pour aller enquêter sur les cas de ces massacres qui s'est commis dans cette partie du territoire de Djougou. À Lubumbashi, les travaux du complexe hôtelier Les Diocésains ont été lancés mercredi à Lubumbashi sur les sites de l'ancienne procure de la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Le projet prévoit la construction de 3 bâtiments de 8 niveaux chacun. La cérémonie de pose de la première pierre a été présidée par Monseigneur Fulgence Monteba, archevêque de Lubumbashi et président de la Sanko. Le Diocésain, c'est le nom de cet hôtel qui sortira de terre à la place de l'ancienne procure de la cathédrale Saint-Pierre et Paul. La première pierre de cet imposant édifice a été posée ce mercredi 29 avril 2026 par son Excellence Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la Sanko. Si nous en sommes arrivés à cette étape de cette œuvre qui va être érigée dans ce lieu historique, c'est grâce à la collaboration efficace des membres du Conseil pour les affaires économiques à qui je rends un vibrant hommage. Ce sont des chrétiens catholiques, des citoyens
qui ont leurs tâches quotidiennes, mais qui répondent chaque fois que je leur adresse une invitation. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ils ont fait des propositions courageuses qu'il faut maintenant que nous puissions matérialiser. Une telle œuvre ne peut pas être réalisée sans la collaboration des membres du clergé, les diocésains comme les religieux, des Basaïdizi, des Badjoumbe et de tous les chrétiens de l'archidiocèse de Lubumbashi. Les travaux de démolition des anciens bâtiments ont également débuté ce même mercredi. Enoch Kayembe est l'architecte de l'entreprise commise à l'exécution de cette œuvre. Ce projet est divisé en 3 phases. Donc, première phase, c'est les appartements. Deuxième phase, c'est l'hôtel. Et troisième phase, c'est les boutiques. Donc, chaque bâtiment contient 8 niveaux. Donc, c'est R+8. Donc, il y aura des chambres standards pour les hôtels et les appartements. On a 2 types d'appartements. Donc, on a chambre-salon et on a 2 chambres-salon. Et du côté de boutiques, on a plusieurs boutiques et des restaurants. La démolition va prendre 1 mois et le projet va prendre 24 mois. Bien avant le lancement de la construction de l'hôtel dénommé le diocésain, les prélats et les laïcs représentant les différents groupes et mouvements de l'archidiocèse de Lubumbashi ont reçu des explications sur le coût du projet et le mode d'exécution des travaux. Et les coûts des travaux est estimé à 16 300 000 $ américains. Nous sommes capables de réaliser ce projet. Dans l'esprit synodal, l'archidiocèse de Lubumbashi s'inscrit dans la démarche de la transformation. L'érection de l'hôtel Le Diocésain fait partie des œuvres illustrant la mise en pratique du thème de l'année pastorale. Au gré du souffle de la synodalité, ensemble, marchons et bâtissons. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Mang Chabani, a présidé jeudi 30 avril une réunion stratégique sur la gouvernance du secteur minier. Plusieurs ministres, dont ceux de la justice, des mines et de l'environnement, ont participé. Également à cette rencontre, le gouvernement a décidé de renforcer le mécanisme de contrôle et de lancer des poursuites judiciaires contre les auteurs de fraudes minières. On pouvait le voir, nous étions autour du vice-premier ministre de l'Intérieur, non seulement moi-même, mais également mes collègues Mineta de la Justice. À ma droite, comme vous pouvez le voir, Madame la ministre de l'Environnement. Et bien sûr, l'état-major général de l'armée également était présent. Donc il y a une collaboration non seulement gouvernementale, mais interinstitutionnelle, pour qu'ensemble nous puissions gagner ce pari. Bien, ce qu'on peut retenir, c'est que, comme vous le savez, après la dernière réunion du Conseil des ministres, c'était la 87e réunion, je pense, le chef de l'État nous a donné, dans sa communication, des instructions fermes pour que nous puissions renforcer le mécanisme de contrôle et de lutte contre la fraude minière et restaurer la bonne gouvernance minière. Au vu de tous les dégâts qui se font pour le moment, comme vous le savez, non seulement cette fraude minière fait perdre des milliards de dollars à la République, mais également commence à causer des dommages incommensurables, tant du point de vue matériel que même culturel, avec profanation de tombes et autres. Cela ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à voir les richesses du pays s'en aller, alors que les fils et filles du pays restent dans une misère indescriptible. C'est pour cela que cette réunion a eu lieu, pour que ce mécanisme coercitif et opérationnel se mette en place. Et je peux vous annoncer des opérations illicites, encadrées par des agents en uniforme. Cette ère est révolue. Des mesures sont en train d'être prises maintenant, ont été prises, pas seulement du point de vue de la riposte, mais également du point de vue de ce qui doit être fait immédiatement, également du point de vue structurel, pour que des solutions soient trouvées. Ça veut dire en termes clairs que des poursuites vont être engagées immédiatement vers tous ceux qui ont été trouvés coupables dans cette chaîne, que ce soit au niveau de l'administration des provinces, que ce soit au niveau de l'administration des mines, que ce soit au niveau de l'armée ou de la police et de tous les autres secteurs qui sont impliqués. Voilà brièvement ce qui a fait l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Le sénateur Tony Labila a interpellé la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, sur les systèmes LMD et les conditions de travail des enseignants.
Il a demandé des explications sur les travaux d'évaluation à mi-parcours du système LMD afin d'identifier les obstacles et d'apporter des ajustements. Nous mesurons la chance que nous avons de vous voir ou de voir ce secteur être dirigé par une professeure attitrée qui en comprend profondément les réalités, les défis et les exigences. Cela dit, Madame, je voudrais porter à votre connaissance quelques préoccupations accompagnées des recommandations. S'agissant des états généraux que vous avez évoqués à la page 10 de votre texte, de l'issue tenue à Lubumbashi, il est important de rappeler que sur 300 recommandations formulées, environ 120 ont été écartées par les experts du gouvernement. Merci de le vérifier. Parmi celles-ci figurait une recommandation essentielle, le maintien de la dénomination de graduat pour le premier cycle afin d'éviter toute confusion avec l'ancienne licence devenue aujourd'hui master. Cette recommandation a été partiellement intégrée dans les textes, mais paradoxalement, la confusion demeure dans la dénomination des cycles. Ceci a pour conséquence aujourd'hui, dans un même pays, notre pays, ici, vous et moi, la RDC, nous avons deux types de licenciés. Les licenciés formés en 3 ans et les licenciés formés en 5 ans. Ceci crée une ambiguïté préjudiciable pour notre système d'enseignement. Je voudrais, deuxièmement, solliciter votre intervention pour la régularisation du personnel des LESU dont la rémunération est suspendue depuis parfois 2 ans. Ces suspensions sont souvent liées à des contrôles physiques moins bien organisés et qui ont conduit à qualifier d'effectifs des agents pourtant réels, des malades, des boursiers ou même des agents déjà contrôlés. Puisque tout le monde a parlé de sa province, pourquoi ne pas en parler? Qui suis-je, moi, pour ne pas parler de ma province? À l'université de Lubumbashi, mon université, et à l'université de l'ICASI, je sollicite votre intervention. Il y a beaucoup de gens qui sont sous-payés, à l'exemple de moi-même. Je parle très rarement de moi-même, mais je me donne un exemple ici, Madame la ministre, comprenez mon émotion. Je suis professeur ordinaire depuis 5 ans, depuis février 2021. Je suis payé jusqu'à ce jour exactement comme quand je soutenais ma thèse. À l'époque où j'arborais le grade des professeurs associés. Au grade de P, je n'ai pas été payé et je ne serai jamais payé jusqu'à ma mort. Maintenant, je suis PO depuis 5 ans. Je suis payé comme il y a exactement 16 ans. Je sollicite votre intervention pour que vous voyez, j'ai déjà fini mes grades, il ne me reste plus que la retraite, pour que intervenir pour que j'accède à ce salaire-là avant que je ne quitte cette terre des hommes vivants et morts. Et c'est la fin, mesdames, messieurs, de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci de votre fidélité. Merci surtout de nous avoir suivis. On se retrouve d'ici là pour d'autres informations sur Kivu Morning Post.